Décembre 1960. Patrice Lumumba, porte-parole emblématique du nationalisme africain, est arrêté, torturé et exécuté. Le Congo plonge une fois de plus dans l'horreur. Cette terre est-elle marquée à jamais du sceau de la violence et de la malédiction? Quelle place y a-t-il pour les faibles dans cet Eldorado convoité de tous? Noirs et blancs sont-ils jamais parvenus à y cohabiter et à s'entendre? Comment tout cela a-t-il pu commencer? C'est au début du XVIe siècle que les premiers Blancs débarquent au Congo. Venus du Portugal, jeunes pour la plupart, ils ont quitté l'Europe pour tenter leur chance en Afrique. C'est dans la violence que débute l'histoire de la cohabitation entre Blancs et Noirs en Afrique. En s'enfonçant avec leur caravelle en terra incognita, c'est de fortune dont rêvent ces négociants portugais. Ils viennent en Afrique chercher des esclaves pour les envoyer en Amérique, récemment découverte par Christophe Colomb. Pendant plus de 3 siècles, l'esclavage va progressivement décimer la région. Entre le XVIe et le XIXe siècle, avec la complicité de négriers arabes et africains, les Européens vont envoyer 4 millions d'esclaves au Brésil, 4 millions dans les Caraïbes anglaises, françaises, hollandaises et danoises, 2 millions dans les pays contrôlés par l'Espagne. Avec l'arrivée des premiers Portugais, le Congo s'enfonce dans une première ère de violence qui transformera durablement la région et marquera les consciences de traces indélébiles. Au milieu du XIXe siècle, une nouvelle génération de voyageurs européens débarque au Congo. Ces voyageurs d'un nouveau genre ne sont plus là pour s'installer, mais pour explorer. Le vent du changement s'apprête à envahir l'Afrique centrale. Les cartes vont bientôt changer de main. Ce sont de nouveaux acteurs qui prennent désormais l'initiative. Des lettres d'explorateurs et de voyageurs choqués par ce qu'ils ont vu en Afrique. J'en ai reçu des dizaines. En tant qu'archevêque primat d'Afrique, je connaissais très bien le terrain. Les personnalités s'adressaient spontanément à moi. Ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance. J'ai plus de 20 ans de brousse derrière moi. Le cardinal Lavigerie est l'un de ces nouveaux protagonistes actifs en Afrique centrale au milieu du XIXe siècle. C'est à Alger, en 1868, que Lavigerie fonde la Société des missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs. En quelques années à peine, la congrégation religieuse compte déjà près de 300 missionnaires dans 6 pays d'Afrique. Ces différentes fonctions font de Charles Martial Lavigerie l'un des plus grands spécialistes de l'Afrique de son temps. Et par la force des choses, l'un des plus grands ennemis de l'esclavage.
L'objectif de nos voyageurs et de nos missionnaires est de combattre l'esclavage, par la force de persuasion ou par la force du fusil, si cela s'avère nécessaire. La traite vers l'Amérique s'est heureusement éteinte ces dernières décennies. Maintenant, le problème, ce sont les Arabes et les Africains eux-mêmes. Les Arabes ne paient pas bien l'achat des esclaves, et il devient plus intéressant pour les rois africains de faire travailler les esclaves sur place dans les plantations. Ils ne les cèdent donc plus aux étrangers. Les esclaves sont rebaptisés captifs ou serviteurs, mais ce sont des esclaves. Arrêtons l'hypocrisie. Nous avions besoin d'un vrai déclic pour que les choses changent. Dans mon noble combat contre l'esclavagisme, je me suis trouvé un allié de taille, le jeune roi des Belges, Léopold II. Rien ne prédestinait ce jeune monarque, longtemps inconnu du monde, à changer durablement la face de l'Afrique centrale. Héritier d'une grande lignée royale connectée à l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Autriche, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha monte à l'âge de 30 ans sur le trône du jeune royaume de Belgique sous le nom de Léopold II. Ambitieux, boulimique, stratège, grand admirateur des puissances voisines de son petit royaume, le jeune Léopold sait qu'il doit diriger un des pays les plus prospères d'Europe, la Belgique. Dès son arrivée au pouvoir, Léopold II a une certitude. Un grand pays doit posséder une colonie. L'obsession coloniale de Léopold II le pousse à s'intéresser à plusieurs régions du globe. Toutes les premières tentatives de colonisation restent vaines. Mais en 1877, une nouvelle opportunité inespérée s'offre à lui. Nous devons nous procurer une part de ce magnifique gâteau africain. Avec ce nouvel objectif, Léopold II adopte un nouveau discours. C'est en tant que roi philanthrope qu'il se présente désormais auprès de la bonne société occidentale. L'esclavage qui se maintient sur une notable partie du continent africain constitue une plaie que tous les amis de la civilisation doivent désirer voir disparaître. Aux amis de la civilisation. Aux amis de la civilisation! Léopold II se démène pour convaincre l'Europe du caractère philanthropique et désintéressé de ses ambitions coloniales. En quelques années, le roi parvient à se positionner comme le héros de la cause anti-esclavagiste. Pas question de mentionner ses visées impérialistes. Ses objectifs sont purement humanitaires. Afin de mener à bien ses desseins coloniaux, le roi des Belges doit s'entourer de collaborateurs ambitieux, à la hauteur de son pari insensé. C'est ainsi qu'il aborde l'explorateur Henry Morton Stanley en 1878. À cette époque, Stanley est déjà une célébrité de son temps. Sa réputation, l'explorateur la doit à ses coups d'audace extraordinaires et un fameux sens de l'autopromotion. Doté d'une volonté hors du commun, Stanley vient de mettre un terme à une retentissante expédition transafricaine de 3 ans quand Léopold II l'approche à son retour en Europe. Le cœur de Stanley penche plutôt pour la Grande-Bretagne. Mais celle-ci ne semble pas intéressée par la région du fleuve Congo. Léopold II se fait donc insistant et parvient à s'attacher les services de l'explorateur renommé. Au prix d'un salaire de ministre et d'une belle publicité, Léopold II renvoie Stanley, accompagné de collaborateurs belges et européens, explorer l'intérieur du territoire congolais. Stanley est chargé de fonder des postes le long du fleuve, au nom d'un comité d'études piloté par le monarque lui-même. Le but est de prendre de vitesse les autres puissances européennes, elles aussi intéressées par la région. L'explorateur Stanley, je l'ai bien connu, car il est passé plusieurs fois dans mon territoire. Il a été bien content de bénéficier de mes services. Personne ne refuse l'aide de Tipo-Type, le plus grand marchand d'Afrique centrale, riche propriétaire de plantations, haut représentant du sultan.
Je suis dans le commerce de l'ivoire et de la traite depuis toujours. J'ai toujours respecté les Européens et ils m'ont toujours respecté. Ces hommes blancs, je les connaissais mieux que personne. Je savais ce qu'ils avaient en tête. Je comprenais ce qu'ils venaient rechercher ici. Les voyageurs de passage ont tous profité du système. Je leur vendais la main-d'œuvre dont ils avaient besoin pour leur caravane. Je savais qu'en préservant de bons contacts avec le blanc, ils me garantiraient mon monopole sur la région. Avec l'aide des chefs africains qui ne veulent pas perdre leur part du gâteau, Stanley s'engage dans une épreuve de rapidité qu'il n'est pas certain de remporter. Car à l'intérieur des terres, la France est en train elle aussi de passer des accords avec des chefs de la région et tente de doubler le roi des Belges. Léopold II est en passe de perdre son pari. Fin tacticien, le roi comprend les limites de sa stratégie. Une affaire purement philanthropique, comme il tente de la présenter, ne pèserait aucun poids par rapport à un grand pays d'Europe implanté dans la région. Le roi change son fusil d'épaule. Sous son autorité personnelle, le Congo doit devenir un État et être reconnu comme tel par les autres puissances. Le roi décide alors d'étoffer sa présence au Congo et de recruter de nouveaux volontaires pour ses missions d'occupation. Il les trouve sur place, au sein des factoreries, ces grands hangars commerciaux postés le long du fleuve, et où travaillent des négociants européens implantés de longue date. Quand l'expédition de Stanley est arrivée au Congo, j'étais encore très jeune. Début de la vingtaine à peine. Je venais de débarquer de Bruxelles, j'étais à peu près le seul Belge résident dans la région. J'avais été engagé par une maison française, Doma, Béraud et compagnie. Nos affaires tournaient bien. Chaque nationalité avait sa spécialité. L'ivoire, le genièvre, le tissu. Nous, c'était les armes à feu. Au départ, nous ne ressentions pas la concurrence comme elle devait exister en Europe. Fréquemment, les Portugais nous envoyaient d'imposantes embarcations officielles pour bien nous faire comprendre qu'ils étaient ici, chez eux, et ce depuis toujours. Mais pour nous, ce qui importait encore à cette époque, c'était de maintenir des relations de courtoisie avec les autres Européens, pour préserver nos intérêts communs dans le commerce. Notre concurrence n'existait que sur le terrain commercial. C'est en mai 1883 que le roi a fait appel à mes services. Mes 10 années d'expérience au Congo faisaient de moi une personne précieuse sur le terrain. Je connaissais de nombreux princes locaux avec lesquels j'étais en affaires. J'avais été commerçant, je devenais agent du roi. Une course contre la montre diplomatique s'enclenche pour le souverain. Sur le terrain, ses agents s'affairent. Il faut obtenir des traités des princes locaux au plus vite. Montrer que les chefs coutumiers appuient le projet du souverain belge. Un à un, je suis allé voir les rois de ma région que je connaissais tous personnellement. C'étaient les dernières signatures qu'il nous fallait encore, et j'allais les obtenir. Je connaissais le jeune blanc avec qui je faisais affaire. J'ai signé. J'avais besoin de poudre, de fusils et de munitions. J'ai signé. Le blanc m'a promis aide et protection inconditionnelle de son roi. J'ai signé.
contre la garantie de rester juge suprême de mon peuple, j'ai signé. Pour que les Blancs restent un allié et m'appuient dans mes litiges commerciaux, j'ai signé. Le dernier traité signé, celui des 9 rois de Boma, est capital pour Léopold II. Il lui garantit la souveraineté sur l'embouchure du fleuve et lui ouvre la voie commerciale sur l'Atlantique. Le traité est expédié en urgence à Bruxelles en 1884. Fort de ces nouvelles signatures, Léopold II passe une série d'accords diplomatiques avec ses concurrents. Il concède le libre-échange dans tout le territoire actuel et futur de l'Association internationale du Congo. Il accorde à la France le droit de préférence sur le Congo. Si Léopold venait à jeter l'éponge, c'est à la France que le territoire reviendrait. Par ce coup de génie diplomatique, Léopold II obtient enfin la reconnaissance après laquelle il court depuis près d'une décennie. Tandis que les grandes puissances partagent l'Afrique à la conférence africaine de Berlin, tenue par Bismarck en février 1885, Léopold II obtient, à titre personnel, la souveraineté sur l'État indépendant du Congo, qui voit ainsi officiellement le jour. Pour le roi des Belges, c'est un triomphe. Il vient de mettre la main sur un gigantesque territoire, le plus grand d'Afrique centrale, 80 fois la superficie de son petit pays. Léopold II exulte. Il est convaincu qu'il pourra rapidement mettre à profit sa nouvelle colonie. Il ne se doute pas que pour lui, les difficultés ne font que commencer. Le Congo ne se laissera pas dompter si facilement. En Belgique, Léopold II commence immédiatement à rechercher des appuis auprès de la bourgeoisie pour l'épauler dans son projet colonial. Pourtant, dans le monde politique belge, c'est l'indifférence. Pour beaucoup d'entre nous, le Congo était alors une histoire privée qui ne concernait que le souverain et une poignée de ses collaborateurs capitalistes. En toute honnêteté, au départ, le monde politique dans sa majorité jugeait les actions du roi comme une fantaisie déraisonnable, à laquelle il ne voulait pas trop être mêlé. Nous, au Parti ouvrier belge, on avait d'autres chats à fouetter. Nous nous intéressions beaucoup plus aux esclaves blancs dont parlait le catéchisme du peuple qu'aux esclaves noirs. Du côté libéral et catholique, l'enthousiasme était à peine plus marqué que chez nous. Libéraux et catholiques étaient convaincus que le Congo ne paierait pas. En dépit des conseils de prudence de son entourage, Léopold II est enivré par l'énormité de son projet. Il s'emporte et prend à titre personnel d'énormes risques financiers. Il jouit, il est vrai, d'une gigantesque fortune. Il a beaucoup investi dans les grandes sociétés belges. On estime son portefeuille en actions à 50 millions de francs, soit plus de 200 millions d'euros au cours actuel. C'est donc sa richesse personnelle qui lui permet au départ de payer ses agents sur le terrain. Au Congo, en 1885, nous étions à peine 250 Européens sur l'ensemble du territoire. Notre mission pouvait se résumer en un mot, l'occupation efficace. Matari, les briseurs de roches. C'est ainsi que les Noirs surnomment ces blancs bâtisseurs. Il nous fallait construire les premières grosses infrastructures et les voies de communication,
mettre en place un réseau étendu de missions, asseoir la conquête en pacifiant les zones à risque. Pour la pacification des zones, nous manquions de forces vives européennes et nous avions la consigne de recruter localement. La force publique, chargée de mener les guerres de conquête et de maintenir l'ordre, recrutait donc ses soldats sur place. Libérés, esclaves, marginaux. La force publique voit ses effectifs multipliés par 10 en moins de 20 ans. Plus de 13 000 hommes au début du XXe siècle. Libérés. Voilà la désignation de ces nouvelles recrues au service de Léopold II et qui serviront aussi pour l'exécution des grands chantiers de construction. Dans un rapport, le juge de Zager constate: Le libéré est enchaîné. Soit. C'est une nécessité. Souvent brutalisés et toujours abandonnés dans la solitude, ce sont des gens qui n'ont jamais vu de blanc et qui n'apprennent à les connaître que par les mauvais traitements qu'ils subissent. Je leur explique en riant qu'ils sont à la chaîne par nécessité, parce que d'autres s'étaient enfuis, mais qu'on les amènerait dans une autre région et que là ils seraient soldats, comme ceux qui les gardent maintenant. Beaucoup de ces hommes, mal considérés dans leur société d'origine, se montrent très sensibles aux privilèges de leur nouvelle fonction. Certains, revanchards, vont faire preuve d'une extrême cruauté, couverts, voire encouragés par les autorités européennes complices. En Belgique, Léopold II est conscient des difficultés qui s'accumulent sur le terrain. Sa cassette personnelle ne suffit bientôt plus à couvrir tous ses investissements. Malgré sa promesse de ne rien demander à la Belgique, le roi se voit contraint de faire appel à la générosité de l'État belge. En 1890, il obtient de l'État un gigantesque prêt sans intérêt de 25 millions de francs, soit l'équivalent d'un quart des recettes fiscales annuelles du pays. Si le roi ne peut plus rembourser, il devra céder le Congo à la Belgique. Trop de risques, pas assez de garanties, trop peu de débouchés. Le monde des affaires belges n'était pas intéressé. C'est la menace d'une mainmise des capitaux anglais sur la construction des chemins de fer qui a provoqué le déclic des milieux financiers en Belgique et permis la création des premières sociétés capitalistes belges. La construction d'une ligne de chemin de fer de la mer au centre du pays sera une étape décisive dans le développement du Congo. Stanley l'avait confié à Léopold II. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un centime. Le premier coup de pioche pour la construction du chemin de fer est donné en 1890 à Matadi, dans le Bas-Congo. Le chantier est immense. 8 années sont nécessaires pour relier les 400 km qui séparent Léopoldville de Matadi. Les conditions de travail sont insoutenables. Les travailleurs sont surveillés par un corps militaire composé de 200 hommes. Parmi les forçats du chemin de fer, Congolais, mais aussi Sierra-Léonais, Sénégalais, Libériens ou Chinois, des centaines meurent à la tâche. Début des années 1890. L'activité frénétique de Léopold II au Congo lui coûte une fortune. Le roi est au bord du désastre économique et de la faillite personnelle. Sa femme le menace. Léopold, vous allez nous ruiner avec votre Congo. Mais Léopold II est un stratège hors pair. Après avoir épuisé ses cartes en Belgique, c'est vers l'étranger qu'il se tourne pour obtenir de l'aide financière. Et à nouveau, il se présente comme grand philanthrope. Quand Bruxelles accueille la conférence internationale anti-esclavagiste début 1890, le souverain en profite pour exposer brillamment ses objectifs philanthropiques devant la bonne société occidentale. Il doit, dit-il, renforcer les troupes en place pour combattre les esclavagistes arabes
qui menacent la civilisation. Pour combattre l'esclavage en terre africaine, le roi a besoin de moyens supplémentaires. Il demande donc l'autorisation de pouvoir lever l'impôt au Congo et mettre ainsi fin au libre-échange. Son plaidoyer à la conférence anti-esclavagiste obtient gain de cause auprès des grandes puissances. L'horizon se dégage enfin. Le roi peut désormais taxer le commerce au Congo. L'imposition du commerce de l'ivoire et des matières précieuses offre une nouvelle source de financement au roi. Mais cela ne suffit pas. En 1891, une étape de plus est franchie afin de renflouer les caisses. Léopold II instaure le système domanial. Selon ce système, toutes les terres non cultivées par les populations noires sont déclarées vacantes et deviennent propriété de l'État. Le caoutchouc et les richesses naturelles qui s'y trouvent appartiennent désormais de plein droit à l'État, donc au roi. Au Congo, les agents du roi ne savent encore rien de ce qui se décide en Europe. Pour beaucoup d'agents en poste, la solitude pèse. Les distractions sont rares. Les journées sont parfois longues, à des milliers de kilomètres de sa famille. Dans la torpeur du quotidien congolais, personne ne devine encore que le destin de la région est en train de basculer, que l'appétit vorace de Léopold II va plonger le Congo dans la période la plus noire de son histoire. Faire entrer l'argent dans les caisses, Léopold II sait qu'il doit rapidement stabiliser les frontières et mettre les populations au travail. L'objectif qui importe désormais pour les nouveaux agents que Léopold II envoie sur le terrain est d'occuper les zones dépeuplées pour ne pas se les faire déposséder par les autres puissances coloniales qui le concurrencent. Bloquer les Français dans le nord Ubangi, les Anglais dans le sud Katangais, mater les rébellions des chefs au Congo, chasser les Arabes du territoire Swahili. Les zones pacifiées doivent être rentabilisées au plus vite. Les agents du roi reçoivent la consigne de punir les villages qui se rebellent. Dans un journal intime, le sous-lieutenant Charles Lemay recense jour après jour les villages qu'il soumet au nom du roi. 28 mars 1891, arrêt à Bolébo. Accueilli par des lances et des fusils, village brûlé. 20 avril 1891, attaque des villages Ikengo. Le chef Ekele est tué et jeté à l'eau. 14 juin 1891, refus des Loliva de venir à la station. Attaque dans la pluie. 15 Noirs tués. L'intense pression psychologique et l'obligation de résultat pèsent fortement sur les agents de terrain. De nombreux agents se réfugient dans l'alcool et la violence gratuite. Les pendaisons arbitraires s'enchaînent. Les guerres d'occupation, brutales, s'avèrent particulièrement meurtrières. Les militaires, à bout de force, se révoltent à plusieurs occasions contre l'autorité coloniale. Au fort de Shinkakassa, 18 soldats paient de leur vie leur tentative de rébellion. On ne discute pas les ordres qui proviennent de Belgique.
Mais c'est la récolte de caoutchouc qui connaît les abus les plus intolérables. Les agents européens, contraints à des quotas d'efficacité dictés par le souverain belge, soumettent la main-d'œuvre autochtone à des régimes insupportables. Les sentinelles des Européens administrent la chicotte, ces coups de fouet punitifs dont l'usage se maintiendra au XXe siècle. Pendant ce temps, avec l'essor de l'industrie automobile dans le monde occidental, les prix du caoutchouc explosent. Le Congo devient rapidement l'un des plus gros producteurs au monde. C'est le jackpot pour Léopold II. L'homme d'affaires recueille enfin les fruits de son acharnement. En moins d'une décennie, il double sa fortune personnelle. Les 10 années suivantes, il la triple. Pendant que Léopold II, roi créateur d'empire, bâtit de somptueuses constructions en Belgique avec son magot, des centaines de milliers de Congolais perdent la vie, victimes d'exactions, d'épuisement, ou le plus souvent de maladies. En 40 ans de conquête, on estime que la population congolaise aurait pu diminuer de moitié. Il est impressionnant de constater le zèle avec lequel les agents se dévouent à leurs fonctions. Pour ma part, je trouve que le Congo est gouverné avec beaucoup d'humanité. Vicomte William Mountmorres. J'ai observé plus d'atrocités dans les rues de Londres que lors de mon voyage au Congo. Mrs. Mary Sheldon, journaliste anglaise. Malgré un discours colonial officiel toujours aussi triomphant, l'étau se referme lentement sur Léopold II. Les témoignages critiques de missionnaires protestants, comme ceux du métis américain William Shepard, se multiplient. Shepard, qui s'était enfoncé profondément dans le pays à la recherche de témoins, fait circuler des récits détaillés en Europe et aux États-Unis. Le chef nous a conduits à côté d'une palissade en bois. Sur les pieux, horreur, des mains droites, 81 au total. Le chef me dit, ce sont nos preuves. Nous devons couper les mains droites de nos victimes pour prouver à l'État qu'elles sont bien mortes et que nous ne gaspillons pas nos munitions. Mais c'est de Grande-Bretagne que vient le coup fatal aux campagnes de Léopold II. C'est un jeune polémiste anglais, du nom d'Edmund Morel, qui assène le coup de grâce au puissant monarque. À l'âge de 18 ans, Morel entre au service d'une importante firme de transport maritime à Liverpool, la Elder Dempster. Une des lignes de cette société dessert le Congo via le port d'Anvers. Ce lien privilégié avec l'Afrique permet à Morel de recueillir des témoignages de plus en plus inquiétants sur les abus qui sévissent au Congo. Pour moi, il s'agissait avant tout d'un problème de droit humain, de conscience et de responsabilité collective. Léopold II avait beau jeu de me présenter comme l'ennemi anglais à la solde des intérêts des marchands de Liverpool. Ses arguments ne convainquaient plus qu'une partie de la sphère dirigeante en Belgique. À l'étranger, les preuves irréfutables que j'avais rassemblées attiraient l'attention des plus grands dirigeants. Les signatures de mon comité de soutien étaient plus prestigieuses les unes que les autres. Du monde entier, je recevais des marques de sympathie et des encouragements. Le discours bien huilé de Léopold II à la gloire de son œuvre et l'impression ininterrompue de publications contredisant les critiques ne suffisent plus. C'est le cénacle intellectuel qui désormais s'engage dans la bataille. Mark Twain, Conan Doyle, Anatole France, ou évidemment Joseph Conrad, qui avait personnellement connu le Congo de l'intérieur pour y avoir vécu. La pression internationale contraint Léopold II à réagir.
il décide d'envoyer une commission d'enquête au Congo en 1904 afin de se blanchir aux yeux du monde. Cette commission, plutôt favorable à Léopold II, composée d'hommes choisis par ses soins et méfiante envers les attaques anglaises au départ, revint du Congo avec la conviction profonde qu'il fallait mettre fin aux abus. Ils avaient pu entendre les plaintes des missionnaires, mais aussi de la population elle-même, qui ne voulait plus se laisser faire. L'attaque provient désormais du propre camp de Léopold II, et les preuves sont irréfutables. Pour Léopold II, la commission produit l'effet inverse de celui attendu. La Belgique comprend alors qu'elle doit réagir. Il faut qu'elle annexe le Congo avant qu'il ne soit trop tard pour elle. D'autant que le Congo reste une terre de convoitise pour beaucoup d'appétits européens. Le risque de voir le rival anglais mettre la main sur son œuvre force Léopold II, vieilli et usé, à accepter de céder le Congo à la Belgique en 1908. Avec cette concession royale, la mission de Morel s'achève sur une victoire éclatante. De son côté, le vieux roi se retrouve à nouveau isolé, comme au début de l'aventure congolaise. En acceptant l'héritage douteux de son souverain, la petite Belgique entre brutalement dans le cercle fermé des puissances coloniales. Parviendra-t-elle à enrayer le système abusif d'exploitation mis en place par son souverain? Léopold II ne sera pas là pour le constater, puisqu'il décède quelques mois plus tard, le 17 décembre 1909. La Belgique hérite ainsi d'une colonie 80 fois plus étendue que sa propre superficie. Les Belges semblent résolus à mettre fin aux abus. Les députés ont voté à la Chambre une charte coloniale, dont les principes sont sans équivoque. Le travail forcé, les mauvais traitements sont désormais interdits. La Belgique entend construire au Congo une société plus juste et plus humaine. C'est alors que des jeunes gens pleins d'espoir s'apprêtent à partir pour le Congo. Le père Van Wing était de cela. Du Congo, je ne connaissais pas grand-chose. Mais au séminaire, nous lisions beaucoup. Des récits de voyage, des études ethnologiques, les biographies des grands missionnaires. Quand l'un de ces pionniers rentrait d'Afrique, ils venaient nous voir. C'est avec eux que j'ai découvert les premières images du continent noir. Un Dieu que c'était beau. À la fin de mon séminaire, j'ai reçu l'ordre de rejoindre la mission de Kisantu dans le Bas-Congo. Un jésuite est un soldat qui obéit à sa hiérarchie. Mais au fond, j'étais ravi. J'allais partir. Enfin. Je suis arrivé à Kisantu, où j'ai vécu la vie des missionnaires itinérants. Tout était à faire. C'était grisant. Il fallait instruire, évangéliser, organiser la vie des paroisses, créer des écoles, des hôpitaux. On allait bâtir une société chrétienne. Les colons étaient à peine quelques centaines sous Léopold II. Ils sont maintenant près de 4000. Mais la Belgique n'encourage pas les Blancs à s'installer. À la différence de l'Algérie française, le Congo doit être une colonie d'exploitation, pas de peuplement. Les nouveaux arrivants doivent se mettre au service de l'appareil économique et le rendre plus performant.
Aux yeux des colons, les Noirs, s'ils veulent s'élever et assumer leur part de responsabilité, doivent apprendre à partager les convictions et les pratiques des Blancs dans tous les domaines. La religion, la morale, la médecine, la sexualité. Comme il y a encore peu de Blancs, ce sont des Noirs qui remplissent les fonctions d'assistants, d'infirmiers, employés et ouvriers. « 1914. Un coup de tonnerre secoue la planète. La guerre éclate en Europe. Elle va bientôt s'étendre à l'Afrique. Le Congo belge n'est pas épargné. On envoie son armée combattre les Allemands en Afrique orientale. Plusieurs milliers d'indigènes sont recrutés comme porteurs. Les Congolais se montreront d'excellents soldats. Beaucoup mourront à la tâche. Au lendemain de la guerre, le monde a plus que jamais besoin de cuivre, d'étain, de zinc. Il a besoin d'or et de diamants. Le Congo va les lui fournir. L'Union minière, une filiale de la Société Générale de Belgique, règne en maître au Katanga. L'Union minière a besoin de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est le retour du travail forcé. Tout le monde est concerné. Les hommes, les femmes et même les enfants. Les salaires sont dérisoires, la discipline brutale. La Belgique fait marche arrière, comme si elle ne pouvait pas se débarrasser de ses vieux démons. Il y a des révoltes. En 1919 au lac Léopold II. En 1920 au Sankoro et en province orientale. En 1921 au sud-Équateur. À chaque fois, des tribus, des ethnies se soulèvent. Mais l'administration veille à ce que les mouvements ne s'étendent pas. Les révoltes sont étroitement circonscrites. Puis, la force publique intervient et c'est la répression. Entre-temps, une autre voix s'est fait entendre. En Belgique, cette fois. C'est la voix d'un homme au destin exceptionnel. Il s'appelle Paul Panda Farnana. Enfant, il avait été petit boy au service d'un militaire belge. C'est alors que son destin avait basculé. Son protecteur rentre en Belgique et décide de l'emmener. Là, Paul Panda est adopté et il fait des études brillantes. Il décroche même un diplôme d'ingénieur agronome. Pendant la guerre, il s'engage dans le corps des volontaires congolais. Il se bat contre les Allemands, à Namur. Il est fait prisonnier. En Allemagne, on l'exhibe en spectacle, comme un animal dans un parc zoologique. Une humiliation qu'il n'oubliera jamais. À la fin de la guerre, Paul Panda est de retour à Bruxelles. Suite au refus de la Belgique d'accorder une pension aux vétérans congolais, il fonde avec quelques amis l'Union congolaise, et il en devient le porte-parole. Nous n'étions pas les seuls à penser qu'il fallait œuvrer au développement moral et intellectuel d'une élite congolaise. Nous étions soutenus par plusieurs personnalités, dont le leader socialiste Émile van der Velde. Ensemble, nous avons créé une école pour Congolais à Charleroi. Nous voulions montrer que nous étions capables de collaborer avec les Blancs, mais qu'il fallait qu'ils nous associent peu à peu à la gestion du pays. Quelques mois plus tard, à Bruxelles, Paul Panda participe au premier congrès colonial qui se tient dans la salle des séances au Sénat. C'est un peu un congrès de propagande. L'administration veut intéresser davantage les Belges à leur colonie
susciter les vocations. Paul Panda est le seul noir qui était invité à s'exprimer. Messieurs, puisque la colonisation s'adresse aux Noirs, il est juste que vous écoutiez leur voix. Les Blancs dirigent et ils dirigent seuls. Ils doivent s'appuyer davantage sur les Congolais. Nous sommes prêts à apprendre et à collaborer. Mais il faut pour cela développer l'instruction, créer des écoles, investir dans l'éducation. Les Congolais, messieurs, veulent participer avec vous à l'édification de leur pays. Car c'est bien notre pays. Nous sommes maîtres de notre terre. Enfin, monsieur, il faut rappeler que de nombreux abus ont été commis au Congo. Et ils sont commis encore. Il faut y mettre fin, il faut en finir. Surtout avec le travail forcé, indigne, d'une nation telle que la Belgique. Paul Panda n'est pas compris. On se méfie de ce noir à la langue trop bien pendue. La presse conservatrice pense qu'il exagère. Elle va bientôt lancer contre lui une campagne de dénigrement. J'ai été très déçu par ces réactions. Mais j'ai continué à réfléchir. Je me suis rapproché du mouvement panafricaniste de Webb Du Bois. C'était un noir américain très impressionnant. Il prenait le retour de la diaspora noire dans une Afrique libre. J'ai participé à ses côtés à une conférence panafricaine qui s'est tenue à Bruxelles. Là, j'ai rencontré des intellectuels noirs et blancs qui m'ont ouvert les yeux. J'ai réalisé que le Congo devait retrouver son indépendance, revenir à ses traditions. Paul Panda écrit encore des articles sur son pays, son histoire et sa culture. Mais il n'aura pas le temps de mettre ses idées en œuvre. Il meurt quelques années plus tard dans des circonstances mystérieuses. Le gouverneur général tire alors une étrange conclusion de ce que fut la vie de Paul Panda. Il interdit désormais aux agents belges rentrant en congé d'amener en Belgique des Noirs avec eux. En somme, pas d'élite, pas de problème. L'ordre colonial continue sur sa lancée. Les Blancs au-dessus, les Noirs en dessous. Les témoignages dénonçant le travail forcé ne cessent pourtant d'affluer en Belgique. Le monde politique ne peut plus fermer les yeux. À Bruxelles, le député socialiste Emile van der Velde monte à la tribune de la Chambre pour exiger une commission d'enquête. Une de plus. Pierre Ekmans en fait partie. Ce haut fonctionnaire est alors âgé d'une quarantaine d'années. Il connaît bien l'Afrique centrale, où il a combattu pendant la guerre. Et il l'aime passionnément. Avec cette mission, nous avons pu découvrir l'envers du décor. Nous avions l'impression de pénétrer au cœur même des ténèbres. Au Kasaï, j'ai vu les Noirs qui travaillaient à recueillir l'huile de palme pour le compte des grandes sociétés. Le tableau était saisissant. Et c'est alors que j'ai rencontré le père Van Huynh. J'ai fait comprendre à Pierre Ekmans qu'il y avait un sérieux problème. Les sociétés qui pratiquaient le travail forcé ne tenaient aucun compte des règles et des quotas. Dans les villages, il n'y avait plus que des femmes, des enfants et des vieillards. L'exode rural déracinait les gens. Il disloquait les communautés, il ruinait l'autorité des chefs coutumiers. Tous les rouages de l'administration étaient compromis dans le travail forcé. Il fallait en finir. Mais la mission n'a pas débouché sur grand-chose. Il a fallu attendre encore 20 ans pour que le travail forcé prenne fin. En Belgique, au temple de la bourse, les conditions de travail des Noirs importent peu, tant que les chiffres sont bons. La croissance économique des années 20 encourage les métropoles occidentales à intensifier les relations commerciales avec leurs colonies, qui offrent de nouveaux débouchés. Avec la crise économique mondiale de 1929, les grandes puissances, par réflexe protectionniste, se replient sur leurs empires coloniaux. Le Congo devient pour la Belgique une source inestimable de revenus. Les actions de l'Union minière ne cessent de grimper. La filiale de la Société Générale est devenue un État dans l'État, riche, puissante, incontournable. Ses dirigeants décident de tout, même si la plupart n'ont jamais mis les pieds au Congo.
1932, le romancier Georges Simenon visite le Congo pour le compte d'un journal français. Il est le témoin du climat de tension sourde entre blancs et noirs. Simenon conclut son reportage par ces mots. « Vous croyez que l'Afrique vous parle, qu'elle vous appelle, que nègres et négresses vous tendent les bras? L'Afrique, croyez-moi, elle vous dit merde. » L'observation du romancier va s'avérer particulièrement prémonitoire. Car si début des années 30, le Congo semble encore calme, ce n'est qu'une illusion trompeuse. Les regards se croisent, les langues se délient, les esprits s'échauffent. La tempête couve, inéluctable. Elle va bientôt prendre tout le monde de court et s'apprête à renverser un régime colonial bien plus fragile qu'il n'y paraît. Une nouvelle tempête s'apprête donc à éclater. Dans un instant, la seconde partie de notre documentaire, consacrée au Congo, couvrira la période allant des années 30 jusqu'au règne de Mobutu.